Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, dois-je vous rappeler le bon mot du Président de la République durant le grand débat qui a déclaré « Moi, je n'adore pas le mot pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible ». Force est de constater, Monsieur le ministre, que vous non plus n'aimez pas ce concept un peu incongru et stigmatisant de pénibilité du travail. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur la dureté des tâches des soignants et de leur profond mal-être. Ainsi, les infirmiers en bloc opératoire diplômés d'État qui ont manifesté leur indignation mardi dernier devant votre ministère. Prime exceptionnelle, majoration des heures supplémentaires, le Ségur de la santé n'a rien arrangé, vous n'avez rien arrangé. Le désarroi et la colère gagnent les rangs des professions intermédiaires de santé. Et pour cause, mes chers collègues, 2 chiffres devraient à eux seuls vous interpeller si ce n'est vous choquer. Le premier, 16 € par mois. C'est là la valorisation indiciaire que vous leur avez accordée en début de carrière. Mais qui se rassure et voit le bon côté des choses, car passé 20 ans d'ancienneté, les augmentations sont un peu plus conséquentes. Quel beau geste, vous en conviendrez, quand on sait qu'en moyenne, un infirmier sur 3 quitte son poste après 5 ans de rudes et loyaux services. L'autre chiffre, c'est 13 €. C'est la différence mirobolante en salaire net mensuel que touche un infirmier en bloc opératoire par rapport à un infirmier en soins généraux. À la vérité, c'est à n'y rien comprendre. Une augmentation de salaire minime d'une part et seulement 13 € d'autre part pour gratifier une spécialité acquise au gré de 18 mois de formation supplémentaire. Le savoir-faire technique de ceux qui sauvent des vies signifie-t-il si peu à vos yeux? Alors ma question sera aussi simple que la fin de non-recevoir que vous avez opposé en répondant absent quand ils sont venus vous rencontrer. Comptez-vous rétablir la cohérence dans la rémunération de ces professions en majorant l'indice et la rémunération des infirmiers en bloc opératoire, des anesthésistes et des infirmiers puériculteurs? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Le samedi 22 mai dernier, une auréole de couleur bleue était détectée sur la Seine par des militaires de la brigade fluviale de gendarmerie de Rouen qui sont intervenus avec les équipes spécialisées du SDIS 76 auxquelles je rends hommage. Cette tâche s'étalait sur une surface d'environ 500 mètres carrés. En cause, la fuite d'une cuve contenant du tamétoxam, vous savez, ce fameux néocotinoïde, cet insecticide qui a été interdit puis que votre majorité a réautorisé il y a quelques mois au détriment des engagements et du respect de notre environnement. Je fais un double constat. D'une part, ces produits ultra-toxiques menacent les pollinisateurs et notre santé lors de leur utilisation. Mais ils menacent également notre cadre de vie lorsqu'ils sont stockés sur nos territoires à proximité des lieux d'habitation. 1 an et demi après l'accident de Lubrizol et la marée de nuages noirs dans le ciel de la métropole rouennaise, nous connaissons donc une nouvelle pollution grave. Sans compter ou sans comparer les événements qui sont de nature parfois différente, nous voyons une nouvelle fois de mauvaises pratiques se reproduire. Trop peu d'informations claires données spontanément au grand public et des déclarations laconiques. D'un rapide texte, la gravité durable de cette pollution de la Seine et de son écosystème est évacuée par la préfecture, alors même que le produit qui s'est déversé peut avoir des effets sur la biodiversité pendant 1000 jours. Le risque d'une pollution durable est malheureusement aujourd'hui loin d'être écarté. Mon groupe parlementaire l'a déjà dit au moment de l'accident de Lubrizol, pour restaurer la confiance, il faut faire preuve de la plus grande transparence. Et donc nous demandons un contrôle dans la durée des eaux de la Seine, avec des contre-expertises et en impliquant la population au moment de la communication des résultats. À quelle fréquence, Madame la Ministre, les contrôles de ces installations sont-elles effectués? Merci. Comment les préfectures ont-elles une connaissance fine de l'ensemble des entrepôts? La parole est à Madame. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Si l'État a déployé un soutien conséquent aux acteurs économiques, certains sur nos territoires demeurent sinistrés et sans aucune solution. Lors d'une récente visite en montagne, Monsieur le Premier ministre, vous avez vous-même reconnu des trous dans la raquette. Depuis plusieurs mois, j'attire l'attention de vos ministres sur la situation de propriétaires de magasins de ski et restaurateurs notamment, qui ont acheté leur fonds de commerce en 2020 et qui sont en proie à d'importantes difficultés en raison de la fermeture des remontées mécaniques. Il conviendrait, pour qu'ils aient accès aux fonds de soutien, que soit pris en compte le chiffre d'affaires du cédant sur l'année N-1.
Alors qu'ils espéraient que le décret du 20 mai dernier leur apporte une bouffée d'oxygène, il n'en sera rien. La faute à des critères trop stricts qui imposent aux sociétés de remplir 6 conditions cumulatives et en particulier d'avoir subi une interdiction d'accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et de n'avoir généré aucun chiffre d'affaires en 2020. Convenez qu'il est extrêmement difficile pour une grande partie des sociétés de remplir ces conditions. Ils ont bien été autorisés à ouvrir en dehors du mois de mai, mais dans une station fermée. Dans de telles conditions, pour les magasins de ski, cela revient à ne pas avoir d'activité. La famille Canal-Parola, pour mettre un nom sur ces trous dans la raquette, a acheté 10 fonds de commerce à l'Alpe d'Huez en 2020. Ils n'ont à ce jour bénéficié d'aucune aide et ne savent comment ils tiendront avec les charges à payer et leurs 18 salariés permanents qu'ils doivent indemniser. Ils sont aujourd'hui plongés dans une grande détresse économique et humaine, sans compter l'impact négatif sur l'emploi local et la vie de leurs salariés. Ils ne sont malheureusement pas les seuls à être dépourvus de soutien et ont d'ailleurs créé un collectif avec d'autres acteurs sur le territoire isérois et montagnard. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière les ordres de grandeur macroéconomiques. Le gouvernement doit apporter une solution aux structures qui ne bénéficient d'aucun soutien, notamment dans nos territoires de montagne. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, pardon. Merci, Monsieur le ministre, d'être aussi dans le dialogue. Je ne doute pas un seul instant, Monsieur le Premier ministre, du fait que ni de près ni de loin, ni philosophiquement ni politiquement, vous ayez la moindre sympathie pour le Front National. Mais au lendemain d'élections législatives partielles, à quelques semaines aussi de 2 rendez-vous électoraux majeurs, force est de constater que l'extrême droite progresse dans notre pays. Dans les intentions de vote, dans les médias, mais également dans les esprits. Aujourd'hui, l'hypothèse que pour une 3e fois, la famille Le Pen soit présente au second tour d'une élection présidentielle devient une évidence. Et encore, ce n'est pas le scénario le plus pessimiste. Vous n'êtes pas les seuls responsables de cette évolution politique. Mais votre majorité présidentielle porte depuis 4 ans le destin du pays. La sombre perspective que je viens d'évoquer est-elle pour vous une fatalité? Ou au contraire, pensez-vous utiliser les 10 mois prochains pour nous éviter ce naufrage? Monsieur le Premier ministre. Je ferai plus court, Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, en politique, il faut se déterminer par rapport à soi-même et par rapport à ce qu'on considère être l'intérêt général du pays. La meilleure façon que des idées autres que celles que vous représentez ne parviennent au pouvoir, c'est premièrement de n'avoir pour seule boussole que les valeurs de la République, de la démocratie et de l'État de droit. Elles sont chevillées au corps de l'action du gouvernement et du président de la République. La deuxième, c'est de mener une politique au service de nos concitoyens, au service du redressement économique, au service de la lutte contre la crise sanitaire, au service de la réduction des inégalités, y compris territoriales, au service de la lutte sérieuse, opérationnelle et non démagogique contre l'insécurité. Voyez-vous, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Kanner, c'est tout à fait ce que mon gouvernement s'emploie à faire. Je vous remercie. Monsieur le président Kanner. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, les Français ne le tentent pas ainsi. Vous me répondez mesures, vous nous répondez programme de gouvernement. De notre point de vue, je vous l'accorde, c'est effectivement la meilleure façon peut-être de mener la bataille sur le terrain. Pour autant, permettez-moi de m'inquiéter de votre stratégie, Monsieur le Premier ministre. Vous avez choisi votre adversaire et vous jouez une partition dangereuse qui peut s'avérer tragique pour notre pays. En explosant le paysage démocratique, en promouvant l'ambiguïté du « en même temps », en espérant la disparition de la gauche et maintenant de la droite, en méprisant les corps intermédiaires, vous avez créé un champ de ruines et vous ne tenez pas compte des avis du Parlement et en particulier de la Haute Assemblée. À cela, vous ajoutez du cynisme, Monsieur le Premier ministre. Vous qui avez été le premier acteur du vaudeville politique que nous vivons actuellement en région PACA, dans un pitoyable tripatouillage politicien. Le résultat, malheureusement, on le connaît, on le voit dans les sondages. Vous courez de manière désordonnée après la thématique sécuritaire et vous avez également sous-estimé la colère sociale de nos concitoyens. L'exercice du grand débat n'a pas suffi, malheureusement, à les calmer. Aujourd'hui, le danger est à nos portes.
L'extrême droite, comme dans d'autres pays européens, peut prendre le pouvoir sans violence. Dans moins d'un an, le deuxième tour de la présidentielle sera passé. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame Amélie de Montchalin, vous engagez-vous, au nom du gouvernement, à ce que l'ordonnance qui a été adoptée ce matin sur la haute fonction publique donne lieu à une ratification explicite au terme d'un vrai débat parlementaire? Je vous remercie. La parole est à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame de Montchalin. Monsieur le sénateur, d'abord, vous le savez, une ordonnance est toujours prise parce que le Parlement a habilité le gouvernement à le faire. Vous l'avez fait parce que dans le cadre de la loi d'août 2019, l'article 59 a habilité le gouvernement à présenter une ordonnance dans les délais jusqu'au 7 juin, qui doit ensuite être déposée sur le bureau des assemblées d'ici au 7 septembre. Et ensuite, dans le cadre des prérogatives à la fois du gouvernement et du dialogue avec les présidences des assemblées du Sénat, définir un ordre du jour qui posera le cas de la ratification. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le sénateur, qu'il y a là une réforme qu'il faut regarder comme une réforme qui n'est pas une réforme de suppression, ni de destruction, qui se fait au grand jour, qui se fait sans agenda caché, et qui, je crois, est le fruit d'un long travail de droite, de gauche et sur ces bancs, de discussions qui ont souvent eu lieu et qui ont rarement abouti. Alors nous sommes prêts tout à fait au débat. Je me suis tenue d'ailleurs à la disposition, et c'était à ma demande, de la Commission des lois et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous y étiez présent la semaine dernière. Notre réforme est là pour que nous puissions regarder 3 faiblesses. Parce qu'il n'est en rien question d'insuffisance des hommes et des femmes de grande qualité qui se sont battus et qui ont fait que l'État tienne. Mais nous voyons bien que sur la diversité, sur l'ouverture, sur la proximité, rappelons-nous quand même que 90% des hauts fonctionnaires travaillent à l'intérieur du périphérique, alors que 90% des fonctionnaires sont, eux, répartis dans le pays. Nous voyons bien aussi un déficit d'efficacité sur des sujets comme le numérique, le climat. Qui pense aujourd'hui que c'est la seule responsabilité, par exemple, du ministère de la Transition écologique? Il nous faut donc former différemment, recruter différemment, gérer les carrières différemment, le faire au grand jour, le faire pour les Français, parce que les hauts fonctionnaires n'appartiennent à personne, à aucun parti politique, ils appartiennent à l'État et donc à la nation tout entière. Je vous remercie. Monsieur le questeur Sueur. Madame la ministre, vous savez bien que vous n'avez pas répondu à la question simple et précise que j'ai posée. Vous n'ignorez pas non plus la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020. Donc, nous n'avons aucune assurance que ce qui est la mise en cause de l'État républicain tel qu'il a été conçu par Jean Zay, par le général de Gaulle, par Michel Debré, par Pierre Mendès France, nous n'avons aucune garantie que cela ne reviendra pas, que cela reviendra devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale. Il est inconcevable qu'on fasse cela sans que le Parlement puisse s'exprimer. Ce n'est pas acceptable, Madame la ministre. Alors voilà, vous voulez... J'ai écrit un seul mot sur mon papier, parce que je ne veux pas me tromper. Fonctionnalisation. Alors, quelle richesse complémentaire pour la langue française. Nous allons avoir des préfets fonctionnalisés. Monsieur Le Drian, il est parti, mais des diplomates fonctionnalisés. Des fonctionnalisés. Nous allons avoir des corps d'inspection qui n'auront plus l'indépendance nécessaire pour exercer leur mission. Tout cela, madame, n'est pas sérieux et n'est pas conforme à l'esprit républicain. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'annonce soudaine en mai dernier du report de la réorganisation d'EDF, dit projet Hercule, est venue siffler la fin de la partie d'une affaire bien mal entamée. Entre menaces de privatisation, démantèlement de ce géant de l'électricité et désarroi des salariés, ce plan n'aura finalement pas fait long feu
et c'est tant mieux. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune information sur les raisons qui ont conduit à l'échec de ces négociations avec Bruxelles. Quels sont les points d'achoppement? Quelles contraintes n'ont pu être levées? Nous n'en savons rien. Ce manque de transparence auquel vous nous habituez pose un véritable problème démocratique. Beaucoup se demandent d'ailleurs s'il ne s'agit pas là d'une de vos habiletés pour permettre au chef de l'État d'enjamber l'élection présidentielle sans subir les contre-coups d'une réforme très contestée. Madame la ministre, la France possède avec EDF l'un des plus grands groupes énergétiques européens intégrés et le premier opérateur nucléaire du monde. Pourtant, ce géant public ne cesse de pâtir de choix désastreux réalisés dans le passé, des décisions qui, sous prétexte d'ouverture des marchés, ont conduit EDF à vendre à perte à ses concurrents, au rang desquels de grands groupes énergétiques, l'électricité qu'il produit. De plus, comme l'admettait il y a peu monsieur le ministre Bruno Le Maire, une telle réforme ne peut se faire contre le corps social d'une entreprise. Cette scission porterait un coup fatal à notre grand opérateur public qui a pourtant un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique face à l'urgence climatique et qui, dès lors, devrait être conforté. À nouveau, le chemin que dessine le gouvernement est encore trop flou et ne répond pas pour l'heure aux interrogations de fond qui posent sur le groupe. Madame la ministre, voici donc mes questions. Pouvez-vous nous confirmer qu'EDF restera bien un groupe intégré, non soumis au morcellement? Comment sortir de l'impasse de l'endettement pour sécuriser le nucléaire et continuer à investir dans les énergies renouvelables? Quid de la préservation du parc hydroélectrique français si cher à nos territoires? Il est grand temps, Madame la ministre, de nous donner une feuille de route claire et un calendrier précis. Je vous remercie.